Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je vous remercie d'être là, la Fondation Telefonica. Je suis ravi de vous voir si nombreux. Merci. Il s'agit d'une rencontre sur la culture française. Et pour quelqu'un qui adore la culture française comme moi, c'est un grand privilège de modérer ce débat. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux personnes qui suivent ces débats par streaming. Et je dois dire que vous pouvez poser de questions en utilisant le hashtag de la Fondation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vais recevoir vos questions. Je passerai vos questions aux invités. Eh bien, on va commencer maintenant. Ici, à ma gauche, j'ai Stéphane Levallois. Stéphane Levallois qui est là parmi nous. Et c'est un grand plaisir. Vous êtes vraiment la star de cette rencontre. C'est un grand plaisir, un grand honneur de vous accueillir aujourd'hui ici. Parce que je vous considère, cher ami, comme l'un des plus importants figures du XXIe siècle dans la créativité. Les dessins, je parle du dessin en tant que discipline. Et c'est incroyable ce que vous faites du point de vue de l'illustration, l'iconographie, l'imagination, la fiction, le dessin. Et on va partager cette rencontre avec deux grands invités. Nous avons ici, bien sûr, notre collègue Virginie Bourdin, et nous avons à dire que ce qu'elle fait, c'est fantastique. C'est une personne qui a un travail formidable, qui a fait un travail merveilleux dans le cinéma. Elle a travaillé avec Stéphane et elle a cette trajectoire qui est vraiment, qui n'a pas d'égal du point de vue de la création artistique dans le cinéma. Et bien sûr, en tant que, créatrice de l'art, Fabrice Drouhard aussi. Fabrice Drouhard du Louvre et qui s'occupe de l'édition de la collection de bandes dessinées du Louvre. Nous avons eu le plaisir de vous accueillir quand il y a eu ici l'exposition que nous avons présentée. Et du travail de Fabrice, nous pouvons dire que c'est un fer de lance, l'avant-garde. Fabrice, dans le musée du monde, vous avez commencé avec les comiques du Louvre 2013, si je me souviens bien, ou de 2003. Et ça a fonctionné très bien. Le musée comme le Louvre s'est occupé de la bande dessinée, n'est-ce pas? Alors vous avez commencé à proposer des éditions et le Louvre est ouvert à des expositions sur les bandes dessinées, les comiques, et la moitié des musées du monde se sont lancés à faire la même chose. Donc la bande dessinée, donc et tout ce qui est l'imagination, l'illustration, maintenant le Prado, le Thyssen ou le musée de la Catalogne aussi, ils ont des collections de bandes dessinées et c'est les résultats de ce que vous avez créé au Louvre, Monsieur Fabrice Drouhard. Vraiment des invités d'exception. Eh bien, je parle beaucoup, je dois me taire et c'est à eux de prendre la parole. Eh bien, je crois que nous allons commencer avec Stéphane Levallois. Je crois que la première chose qu'il faudrait demander à Monsieur Levallois, c'est comment est-ce que vous êtes tombé amoureux du dessin? Comment est-ce que vous avez commencé du point de vue professionnel? Vos premiers pas dans l'art, le dessin, la bande dessinée. Alors, c'est ma première question pour qu'ils vous connaissent un peu mieux. Stéphane Levallois. Merci beaucoup. Alors déjà, avant de répondre à la question, je voulais remercier Assière, je voulais remercier Telefonica de nous inviter, c'est extraordinaire. Remercier Virginie, voilà, qui a fait plusieurs heures de train pour arriver, et puis Fabrice. Voilà, qui est présent et avec qui j'ai eu l'immense bonheur de faire 2 albums. Alors le dessin, moi j'ai commencé à dessiner dès que j'ai pu tenir un crayon en fait, donc j'avais 3 ans
Et je dessinais tout le temps, et mes parents en fait me voyaient que bon les feuilles de papier allaient leur coûter cher, donc ils me donnaient des rouleaux de papier toilette pour que je puisse dessiner comme ça sur des kilomètres. Et non, plus sérieusement, j'ai vraiment tout le temps dessiné, et mon premier rapport au dessin a été un rapport avec la bande dessinée, c'est-à-dire que j'ai grandi avec les bandes dessinées. Et j'étais un fou de bande dessinée, et c'est vraiment sur le tard que j'ai lu des livres, des romans, des livres, je dirais presque sans images, mais c'est vrai que le dessin a été pour moi c'est pour moi c'est plus qu'une obsession, c'est une passion, et c'est vrai que ça m'est aussi naturel que de respirer. C'est ce que je disais à l'équipe tout à l'heure, c'est que voilà, je sais pas si c'est bien ou pas, mais je n'ai pas pris de vacances en 25 ans. J'ai dessiné tous les jours quasiment. J'ai dû prendre trois semaines de vacances en 25 ans, parce que le dessin pour moi est une manière d'appréhender la vie. Bien. Et Très bien, nous allons maintenant parler un peu, si vous voulez, vous parler de vos passions, votre passion sur les bandes dessinées. On va parler des bandes dessinées, comics. En Espagne, je crois que, alors là, je lance à l'appel aux maisons d'édition, il faut publier, n'est-ce pas? Vous avez fait des œuvres magnifiques qui sont en français, il faut tout traduire, présenter, publier. Nous avons un livre magnifique, Croc-Croc, et je crois que c'est fantastique, ce petit squelette. Mais Fabrice, j'aimerais parler de ces deux, Le Disparu d'Orsay, ce comique que vous avez créé pour le musée d'Orsay, et Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, c'est le dernier comique que vous avez publié, Léonard de Vinci, avec le Louvre. Fabrice Duroir, vous pouvez nous dire comment ce que ça s'est passé, les deux projets, le fait de travailler avec Stéphane Levallois. Pouvez-vous nous en parler? Merci. Bien sûr. Bonsoir à tous, tout d'abord. Et je vais reprendre tes mots, Stéphane. Merci pour l'accueil, et merci à la Fondation Téléfonica de nous accueillir. Et merci d'être venus nombreux. Et merci à Sierre pour l'invitation. Oui, j'ai aussi envie de reprendre, avant de répondre exactement à ta question, Assiel, que le dessin, à l'heure actuelle, enfin à mes yeux, est peut-être la chose la plus essentielle dans l'art. C'est-à-dire qu'avec un trait, on peut séparer l'ombre de la lumière. Je pense que c'est bien d'avoir ça en tête lorsqu'on regarde des dessins, puisque jaillit à partir du dessin une idée, quelque chose de spontané, qu'on ne retrouve pas forcément dans la peinture par la suite. Donc voilà, je trouve que le dessin est une forme d'expression fondamentale. Voilà, et je trouve que justement Stéphane est l'un des dessinateurs actuels qui a cette spontanéité, qui a cette force expressive, et qui est capable de passer d'un registre à un autre, et qui justement, par son art, par son travail presque de moine, j'ai envie de dire, parce que comme il l'a dit, 25 ans en prenant seulement 3 semaines de vacances, en dessinant tous les jours, il est arrivé à un stade, à un moment important, je pense, de sa création, mais finalement de la création universelle. Et dans cet esprit-là, quand j'ai lancé cette collection de bandes dessinées au Louvre, j'avais envie, peut-être au fond, de rencontrer, inconsciemment évidemment, de rencontrer des auteurs du type de Stéphane. Alors il y en a beaucoup, heureusement, et c'est bien de pouvoir déjà en rencontrer un, et c'est tombé sur Stéphane, je crois, et ça a été un vrai miracle et un vrai bonheur de travailler avec lui et de voir son travail au fur et à mesure de la création. Et c'est pour cette raison, justement, je pense que j'ai lancé cette collection, c'était rencontrer ce genre de personnes. Parce que par leur travail, par leur talent aussi, surtout, je savais, et j'en étais même persuadé au fond de moi, que je pourrais les faire confronter leur talent, justement leur œuvre, leur art, à l'art des temps anciens, aux maîtres anciens qui eux aussi étaient dotés d'un talent extraordinaire, dont Léonard de Vinci bien sûr, mais d'autres aussi. Et c'était pour moi cette confrontation qui m'intéressait, pour montrer justement à l'heure actuelle que, ok, il y a eu des maîtres anciens, des maîtres du passé très importants, très forts, qui comptent dans l'histoire de l'humanité, mais qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, qu'il faut aussi regarder le présent, parce que c'est le présent qui va faire notre futur. Et à l'heure actuelle, dans notre présent, c'est des dessinateurs comme Stéphane qui font et qui prennent le relais
des Léonard de Vinci, des Michel-Ange, des Bruegel, des autres. C'est des gens qui sont vivants, qui sont là et qu'il faut regarder, puisque un jour ils disparaîtront. C'est normal, c'est la vie, c'est la logique. Et il faut du coup peut-être bien s'en imprégner à l'heure actuelle pour que justement construire un futur intéressant. Donc voilà, c'était pour cette raison que j'ai fait cette collection, parce que donc par son travail, c'est intéressant quand on s'est rencontrés. Stéphane m'a montré beaucoup de choses qu'il faisait, et par ailleurs, le musée d'Orsay m'avait contacté pour monter la même collection de bandes dessinées chez eux, que la même chose que j'avais fait au Louvre, c'est-à-dire donner une carte blanche à un auteur de bande dessinée afin qu'il s'empare comme ça des collections d'un musée. Et j'ai tout de suite pensé à Stéphane pour Orsay. Et il l'a prouvé. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres images, mais Stéphane a une capacité de travail qui fait qu'il peut rentrer dans l'art de n'importe quel maître presque. Donc il est capable de vous dessiner un Odilon Redon. Il est aussi capable de dessiner, voilà, des Bourdelles. C'est ce qu'on voit ici, c'est l'Archer. Voilà, Toulouse-Lautrec, Degas. Ce ne sont pas des copies. Enfin, c'est pas des faux. Ça pourrait, mais c'est des copies. Enfin, c'est même pas. C'est des réinterprétations, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que Stéphane rentre dans l'art de presque n'importe quel maître et il en fait ce qu'il veut. Et il vous dessine un Degas, vous pourriez croire que c'est un Degas. Ben non, c'est du Stéphane Levallois. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc c'était une première approche, un premier travail qualitatif avec Stéphane là-dessus. Et quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, il faut qu'on continue de travailler ensemble. Et j'avais aussi, depuis un moment, l'envie de travailler pour le Louvre sur une exposition du musée, puisque on travaillait toujours sur les collections, etc. Et puis pour diversifier les choses, j'avais envie de travailler aussi sur une exposition. On est éditeur, je suis éditeur, donc on a aussi un aspect commercial en me disant en arrière-plan, si l'exposition marche, la BD de l'exposition devrait marcher aussi, on devrait en vendre. C'est normal, c'est tout à fait logique. Donc voilà, mais en même temps, en fait, j'avais déjà mon idée derrière la tête, c'était de travailler sur Léonard de Vinci. Je savais que donc c'était en 2017, je savais que 2 ans plus tard, donc en 2019, la grande exposition du 5 centenaire de la mort de Léonard allait venir au Louvre, et j'ai tout de suite proposé à Stéphane ce projet, c'est-à-dire de se mettre dans la peau entre guillemets de Léonard de Vinci et de nous sortir un chef-d'œuvre comme il est capable d'en faire, et c'est ce qu'il a fait. Et donc voilà, c'est ce que vous pouvez voir ici aussi. Donc à partir de là, il a peint sur bois pour s'entraîner aussi, des morceaux de bois dont on racontera l'histoire peut-être. Mais voilà, il s'est pendant 2 ans, je crois, complètement immergé dans l'art, dans le dessin de Léonard, pour nous faire une bande dessinée, une narration qui est intéressante puisque ça reprend la narration de la Renaissance aussi. Il faut pas oublier ça. Léonard était un maître de la Renaissance, donc c'est une époque où par le dessin, par la peinture, on raconte des choses et comment les raconter. Donc il a repris aussi ce chemin-là que je trouvais intéressant dans la narration, donc dans l'idée et dans l'art. Voilà, c'est à peu près pour répondre à la question, sinon je vais être très long. Bueno, pero lo has hecho feliz. Oui, mais c'est formidable ce que tu nous as raconté. Eh bien, je vais dire quelque chose. Je vais ajouter que moi, je crois que dans le monde contemporain, les arts d'aujourd'hui, l'art contemporain, la peinture, le dessin est resté un peu, disons, hors de l'image. Ça se déplace un peu. On prend notre chemin. Et alors le dessin au XXIe siècle, l'expression la plus pure, la plus fantastique, de la vraie nature, aussi au cinéma. Et c'est de quoi je veux parler avec Virginie Bourdin. Le rôle du dessin. Tu travailles dans le domaine du cinéma. Tu travailles avec Stéphane. Quel est le rôle? Le rôle du dessin au moment de travailler du point de vue cinéma. Parce que c'est passionnant, c'est curieux, n'est-ce pas? Comment, en effet, le talent d'un dessinateur est appliqué au niveau du cinéma, n'est-ce pas? Dans l'art, le concept de l'art, concept art, storyboards, eh bien, c'est quelque chose de spécifique. C'est passé du mot à l'image, de ce qui est le script. La première interprétation visuelle que l'on voit, c'est exactement ce concept art. Et après, il y a le film. C'est le dessin qui a l'expression visuelle. Tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Le rôle du dessin, comme Fabrice a dit, du point de vue musée, mais toi, du point de vue cinéma, qu'est-ce que tu en penses? Bienvenue à tout le monde. Très 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 contente d'être ici aussi parce que c'est la première conférence que je fais pour un de mes artistes favoris. Je suis vraiment très heureuse et c'est avec plaisir que on va discuter de nos 8-9 années de travail commun.
Je crois que tu as participé sur mes 30 films, je crois que tu en as fait à peu près 15 ou 20. Dès que je peux, dès que tu es libre, je te vole. Je fais... en ce moment, on essaye de voler des jours. Ah lui? Ah non, mais là, il est en représentation. Ah mince, je ne peux pas t'avoir. Ouais. Donc, alors, pour revenir au sujet du cinéma, mon travail en tant qu'art directeur, c'est à chaque fois que j'ai une pré-production de film où on doit designer le film entièrement. On est des conteurs d'histoire à travers les designs des personnages, des situations. On a une mission, on a plusieurs missions. Notre première mission, c'est de faire ce que vous avez sans doute toujours vu dans les making-of de films. Et on vous dira toujours ça en réunion, à un moment, ils peuvent pas s'en empêcher, ce sera faites quelque chose que nous n'avons jamais vu. Et ça, c'est une de nos premières missions. Hein, c'est de faire quelque chose qui va étonner, et donc, il va faire que les gens vont avoir envie de voir la pellicule. Et donc, du coup, Stéphane, c'est sans doute le premier nom que j'appelle. Stéphane, tu veux pas m'aider un petit peu ici à faire quelque chose qui raconte dans son essence un personnage. On a fait beaucoup de vilains ensemble. On a fait plein de monstres ensemble. Plein de monstres. On fait pas que des monstres, on en a fait beaucoup. En fait, notre métier, c'est de terroriser les enfants. C'est pas bien. Qu'est-ce que j'allais dire dessus? Aide-moi. Oula. Ah, le téléphone, ça n'aide pas du tout. Mais c'est Hollywood. Non, Hollywood. Mais c'est ma maman parce que c'est son anniversaire. Non, c'était son anniversaire. Et en live. Alors je vais éteindre. Voilà. Et elle a oublié que je suis là. Donc. On était sur faire des choses qui n'ont jamais été vues. Exactement. Et et souvent tu me dis ah ben là il faut faire une image. Et alors tu me dis ah non mais là tu m'as fait une image à 100 millions. Il faut me faire une image à 200 millions. Voilà. Alors c'est quoi une image à 200 millions? Oh, dis donc la question toi. Non, c'est une image qui va être très riche en détails, surtout, va être très complexe en termes d'image. Et c'est le cinéma d'Hollywood, c'est ce qui peut se permettre. On fait du grand spectacle. Donc ça pourrait être une réponse. Mais généralement, en fait, je suis la personne, la méchante, qui ose, quand il fait de ses petites œuvres, dessiner dessus, vulgairement. Non, mais là, un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche. Là, non, ça c'était pour Ridley Scott. On l'a pas travaillé sur celle-ci. Mais en fait, c'est avec toi, ce qui est intéressant, c'est que normalement, je fais des briefs, donc je récolte des images pour donner des débuts d'idées, pour inspirer, puisqu'on doit quand même correspondre à un script, on a des choses à dire, et il faut que dans un design, on arrive à symboliser, à résumer tout ça. Et généralement, avec Stéphane, en fait, on s'y prend une seule fois. Et c'est ça qui fait la grande différence, c'est-à-dire qu'on peut parler des fois, je me souviens, pendant 1 heure. Et en fait, on visualise dans nos têtes déjà le résultat. Cette capacité à se dire, bon, au lieu de faire 20 000 essais, on parle et on élimine déjà, parce qu'on se dit, ah ben tiens, ça c'est pas assez novateur, ça c'est pas assez expressif, comment on va mettre la caméra pour le cadrer, le rendre, par exemple, un des personnages de Chronos dans The Wrath of the Titan, simplement en mettant un cadrage, a permis de vendre tout un personnage. Et en fait, tu cherches quel? Je cherche plutôt les Harry Potter, voilà. Ah, les Harry Potter. Ouais. Les Harry Potter. On a développé pas mal de choses. Ça, c'était nos premières collaborations, en fait. Et j'étais complètement bluffée. Il y a une sorte
Il y a une énergie incroyable. On est en train de pousser justement les cadrages qui sont encore plus dynamiques. Mais en même temps, il y a une espèce de velouté romantique avec cet ombrage qui fait qu'on est dans un univers un peu période fantasy, rien qu'avec un sketch. Et ça, obligatoirement, il y a un aspect énormément séducteur. Il a en plus un trait qui est très très lisible, ce qui fait que c'est très facile de présenter les dessins de Stéphane au réalisateur, au superviseur des effets spéciaux, parce qu'on comprenne la force tout de suite. Et que dire d'autre? C'est ton Kong, ça c'est à toi de parler. Ouais. Mais c'est vrai que on est sur le travail, et ce qui est formidable avec Virginie en fait, c'est que tu me poussais toujours. C'est toujours la méchante et qui me dit non mais il faut aller encore plus loin, encore plus fort, encore plus et c'est vrai que d'être poussé continuellement dans ces retranchements fait qu'on essaye d'aller encore, et tu me poussais, je me souviens qu'à un moment on travaillait sur un Tarzan ou sur des torsions de corps, sur des choses et là sur Harry Potter, donc c'était sur le travail sur on a commencé à travailler vraiment sur les reliques de la mort et sur la grande bataille de la fin, et dont on a vu des images, et l'idée, et de toute façon ce travail c'est de trouver l'idée. Ouais. Le sel, le sésame de tout ce travail, de toute cette production, et tous les grands réalisateurs avec la chance avec qui j'ai eu la chance de travailler, comme Ridley Scott, comme Juan Antonio Bayona et d'autres, me disent mais le sel, le sésame, le cœur nucléaire de ce métier, c'est l'idée. Ouais. C'est l'idée qui fait toute la différence. Et nous, on a des idées au kilomètre. Donc, je trouve avec toi un partenaire où on n'est pas précieux de nos idées. Tu peux en sortir des dizaines, il n'y a pas de problème. Comment dire, il suffit d'être inspiré, d'avoir un script, un bout de texte, une image, et on peut donner du sens. Il y a cette maîtrise de donner du sens. Et ça, c'est parce qu'aussi, tu as fait, dans tous les médiums que tu as travaillé, tu as fait de la pub. La pub, c'est le langage des images. Donc pour moi, c'est extrêmement facile de travailler avec Stéphane. Comment dire, c'est une belle valse, en fait. Hay, Moi, justement, j'aimerais savoir, on te propose un film, on te propose comme ça des choses, Il accepte que parce que et c'est- tu as déjà au quotidien, tu as des images de monstres comme ça, tu fais des cauchemars la nuit, ou parce que tu n'imagines que ça, c'est quand même assez incroyable, j'aimerais savoir. Alors non, je vois quelqu'un, je vois quelqu'un, mais non, je fais des cauchemars toutes les nuits. Je fais des cauchemars, et croyez-moi, c'est vraiment mieux de ne pas être dans ma tête. Non, je fais des cauchemars, je m'en souviens. Donc il y a beaucoup de violence en moi, et en fait c'est très pratique pour Hollywood, parce que voilà, Virginie me disait mais combien tu peux tuer de personnes en 7 secondes avec tel monstre, hein. Je dis c'était sur Age of Tomorrow, Ah oui, et oui, je oh me là disais là. je sais pas, je peux en 4 secondes je peux en tuer 6, 7, c'est très bien, vas-y. Donc voilà, donc après il faut que les créatures bougent très vite, hein, mais c'est vrai que Te fais pas soigner. non, je me fais pas soigner, mais c'est vrai que, alors, non, j'ai essayé, je me suis mis, il y a 15 ans de ça, maintenant, 17 ans de ça, je me suis mis à mon compte. Avant, je travaillais pour les jeux vidéo, et je faisais, en fait, des monstres, des décors et des machines pour les jeux vidéo. Et maintenant, je fais des monstres, des décors et des machines Mais- pour, Hollywood et pour toujours le élégant. Louvre. Toujours élégant. On fait des monstres élégants. Ah, Il y a c'est- une forme de poésie malgré tout. Moi, je ne saurais pas faire des monstres qui font vraiment peur, en fait. Bah, alors c'est le monstre. Moi, j'adore le monstre. C'est celui qui se montre. Et puis il y a quelque chose, je trouve, de très beau dans le monstre pour moi, parce que le monstre est finalement c'est une créature hybride. C'est comme une évolution. C'est comme un être qui aurait mal poussé, ou qui se serait développé de manière un peu étrange. Mais pour moi, il est l'expression même. Le monstre est l'expression même de la création artistique, puisque c'est
c'est une sorte de simplement un vecteur organique de l'imaginaire. On est sur de l'imaginaire. Et un monstre n'est jamais finalement qu'une déformation d'une anatomie réaliste. C'est pour ça que tu me fais tout le temps travailler à partir de vrais animaux. Souvent, tu me dis, mais regarde comment un varan va attaquer sa proie, comment un aigle va attaquer sa proie, et tu me fais regarder, et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est toujours revenir à la nature, toujours revenir à l'anatomie, toujours revenir au classique, et même toujours revenir à l'art, et de regarder aussi les grands maîtres, et souvent on regarde et on reva. C'est très beau comme heureusement que c'est traduit. Mais on retourne à la peinture classique, on retourne aux grandes toiles, on retourne aux grands maîtres, on retourne à Léonard de Vinci, on retourne à Rembrandt, on retourne là-dessus, tu as une à culture Goya. extraordinaire aussi. Hein. Oui, parce que j'ai eu la chance d'avoir une professeure de seconde qui m'a complètement formé et qui m'a dit qu'est-ce que vous faites. J'étais en seconde, elle voyait mes dessins et j'ai pour l'habitude de le répéter. Et elle s'appelait Danielle Régnier et elle me disait mais vous dessinez quoi? Je dis je copie des bandes dessinées, des Iron Man. Elle fait non, vous allez copier des dessins de Léonard de Vinci et des dessins de Michel-Ange. Voilà. Et ça, j'avais 16 ans. Et puis après, Fabrice me demande de dessiner, de faire un livre sur l'exposition de Léonard de Vinci. Donc ça m'a fait un petit peu peur parce que ça fait une boucle de voilà un petit peu de à peu près 30 ans, mais voilà, je me dis qu'est-ce qu'il y a après? Ça fait un peu peur. Et puis voilà, et puis se dire mais qu'est-ce que vous lisez? Alors il faut lire des grands livres. Et puis qu'est-ce que vous écoutez? Alors de la musique classique, etc. Donc essayer comme ça de reformater une culture sur une culture classique. Mais c'est vrai que le classicisme est pour moi très très important. Et on n'a jamais fait le tour de l'anatomie. L'anatomie, c'est le travail sur l'anatomie. C'est tellement complexe. Un corps humain, c'est tellement complexe, c'est tellement compliqué. Mais c'est vrai que une fois qu'on le maîtrise un petit peu, après, ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir en jouer avec. Donc ça, on voit des images de ça. C'était sur un film, c'était sur Kong Skull Island, et le réalisateur en fait voulait des créatures sur l'île de King Kong, mais il ne voulait pas des dinosaures. C'était la seule chose qu'il ne voulait pas. Il voulait il évoquait Miyazaki, il évoquait des créatures qui soient comme des dieux, mais qui soient toujours en arrière-plan et plutôt bénéfiques et plutôt tout ça c'est un petit peu envenimé dans le film, et j'ai eu l'idée de cette créature. C'est la première créature à laquelle j'ai pensé, parce que j'avais lu un livre très très beau qui s'appelait le livre sans nom, écrit par une Vietnamienne qui racontait la guerre du Vietnam, mais du côté vietnamien. Et donc on a ce peuple complètement poétique qui vit au milieu des buffles d'eau et des libellules dans les rizières, et puis il va y avoir la guerre, et il y avait cette image d'un buffle d'eau, et je me suis dit si on faisait un buffle, au début on a l'impression que c'est une île, et puis en fait cette île se soulève, et en fait c'est le dos d'un buffle géant et qui fait 80 mètres de long, quoi. Et voilà, la production a aimé cette créature et l'a développée. Ça, c'est typiquement un des dessins que j'ai travaillé sous la houlette de Virginie, qui m'a dit plus de feu. Donc voilà, comment le dragon pourrait attaquer que ferait le géant, voilà, s'il était attaqué. Alors, je me suis dit que peut-être que le géant essaierait de se cacher, se protéger du feu du dragon sous les arches du château de Poudlard. Voilà. Yo quería decir dos cosas porque hemos pasado como 7-8 en esta conversación. Je voudrais dire deux choses parce qu'on a abordé 8 sujets différents. Eh bien, la première chose, c'est que moi j'ai un grand ami avec qui j'ai travaillé, c'est un mythe du cinéma, Ray Hauser. Et Ray Hauser, j'ai eu la chance de travailler avec lui. Il faisait des dessins qui semblaient dorés. Des dessins dorés,
Et quand je vis le travail de Stéphane, je vis encore ce travail, le même esprit, l'amour pour les monstres. Tu parlais des monstres, et je crois qu'il est important parce que le monstre, c'est ce qui sort de la norme. Eh bien, je ne sais pas, un nain est un monstre parce qu'il est plus petit, ou un borgne est différent parce qu'il y a un œil qui manque. C'est la différence, c'est la recherche de la différence, c'est l'art. Et je crois que le cinéma apporte beaucoup sur ce chemin. Et je crois que la bande dessinée aussi. Et moi, je crois que vous pouvez répondre. Je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant concernant le travail de Stéphane. Et c'est le fait d'utiliser la bande dessinée, mais pour le cinéma, où la bande dessinée, c'est la narration, c'est justement le fait de raconter une histoire au XXIe siècle. C'est créer une histoire, raconter grâce à l'image. Et c'est pour ça que tu peux bouger, que tu peux si facilement évoluer. Et dans tes bandes dessinées, on a un format où tu as le format panoramique du cinéma. Et tu l'as dans ta façon d'être, ta façon de voir les choses. Et on apprécie. Et je crois que cette façon de dessiner ce sujet, cette façon de raconter quelque chose, raconter une histoire, c'est contemporain. C'est le retour au classicisme, mais grâce au monde contemporain, grâce à la bande dessinée, les vidéojeux, le cinéma, eh bien, c'est le XXIe siècle. Vous pouvez nous en parler, n'importe lequel des trois. Qu'est-ce que vous en pensez, ces jeux vidéo et tout ça, s'il vous plaît? Oh, je vais commencer, si vous voulez, comme ça vous laissera le temps de réfléchir. Ouais, enfin, question difficile parce que du coup, on est obligé de juger. Et c'est là que ça devient compliqué. Pour moi, tout ce qui est bande dessinée, jeux vidéo, on va dire, bon, vulgairement on dit c'est de la pop culture. Moi, je trouve que c'est l'art du XXIe siècle, tout simplement. Mais les détenteurs de l'art classique, de l'art officiel, etc., ne le voient pas sous cet œil parce que justement, ils seraient obligés de démissionner. Donc le problème est là. C'est que je pense que, et c'est une question, je pense, qui traverse tous les pays, c'est pas seulement la France ou ailleurs, c'est peut-être en Espagne, aux États-Unis, on assiste, malgré, et je parle vraiment pour le Louvre, malgré une affluence record dans les musées, par exemple. Moi, je vais parler des musées, c'est ce que je connais le mieux. Par exemple, on est cette année à près de 10 millions de visiteurs au Louvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une question intéressante. Malgré donc cette affluence record, il n'y a jamais eu autant de gens qui se désintéressent des musées. C'est ça qui est très, très étrange, c'est que les visiteurs, ils vont dans une ville, ils vont voir le musée parce qu'il faut le faire. C'est que ça devient le parcours officiel du touriste. Mais qu'est-ce qu'il fait, le touriste? Il rentre, il paye son billet, il ressort. Mais qu'est-ce qu'il a retenu d'une culture passée? Qu'est-ce qu'il a retenu de ce qu'il a vu? Ça, j'aimerais bien le savoir. Je pense qu'il reste pas grand-chose à la sortie déjà. Quelques secondes plus tard, il reste encore moins de choses. Donc bon, c'est pas pour dévaluer ni pour être péjoratif que je dis ça, mais on se rend compte que toute la culture du passé, cette culture classique, est de moins en moins transmise finalement. C'est bon, c'est comme ça, c'est un fait. Peut-être que ça reviendra. Faut pas non plus penser c'est pas négatif. Hein. Ma pensée n'est pas négative. Moi, je pense qu'on est dans cet esprit, c'est tout. Et donc, en revanche, le public, les jeunes générations, les unes après les autres maintenant, parce que ce n'est pas qu'une, c'est plusieurs, ça commençait avec la mienne, donc j'ai plus de 50 ans, vous voyez, voilà, les choses avancent, vont s'intéresser à d'autres médiums, d'autres facteurs de transmission de la culture, et qu'ils vont partager tous ensemble. Donc pour moi, ça a été la bande dessinée, effectivement. Moi aussi, très jeune, c'est les livres d'images qui m'ont intéressé, plus que les romans ou les livres d'histoire ou autres. Moi, je regardais les livres d'images, j'allais dans le supermarché en bas de chez moi pour lire des bandes dessinées parce qu'on n'avait pas les moyens d'en acheter, enfin, etc., etc. Et j'y suis revenu plus tard, après avoir fait Histoire de l'art comme par hasard et avoir travaillé sur des cycles narratifs à la Renaissance. Donc bon, on est tordu, mais quand même, il y a une logique dans la vie. Donc ça, c'est un point. Et donc, ce que partagent les gens, les jeunes, maintenant, c'est les jeux vidéo, c'est la bande dessinée, c'est aussi les séries. C'est maintenant, on n'est plus dans un film, on n'est plus dans une visite de musée, on est chez soi, c'est Netflix, c'est tout ça qui fonctionne. C'est cette nouvelle culture, entre guillemets, j'ai envie de dire, et cette surtout nouvelle consommation de la culture. C'est peut-être là aussi que ça change. Donc, je pense que le classique, s'il veut, pour le moment, il perdurera, parce que ça fait partie de l'histoire du patrimoine de l'humanité, etc. Mais
s'il veut vraiment continuer à exister d'une façon plus large, je pense qu'il va devoir s'adapter à tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça que les musées maintenant font des visites virtuelles, font des choses de ce type-là. De chez soi, on va pouvoir peut-être même consommer des visites. Alors, je sais pas ce que ça veut dire non plus, parce que moi, je préfère la rencontre avec un objet, voir un tableau en vrai. C'est quand même beaucoup plus émouvant que de voir sur un écran. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je ne sais pas, je peux pas en dire davantage. Mais je crois que oui, moi, l'art du XXIe siècle, c'est la bande dessinée, c'est les jeux vidéo, c'est tout ça. Et c'est plus la peinture ou la sculpture. Quelqu'un va vous dire, je suis sculpteur. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Je suis sculpteur, par exemple. Faut réfléchir à ça. Vous en connaissez, vous, des sculpteurs? Moi, je connais des auteurs de bande dessinée, je connais tous, ils sont designers, ils sont tous art conceptuel ou machin, mais qui va encore sculpter? Je sais qu'il y en a, évidemment, je pousse le trait, j'exagère. Mais voilà, c'est quand même très étrange. Tout le monde dessine, tout le monde est sur son clavier, envoie des images, joue avec des images, fait de la photo, voilà, on en est là. C'est tout ce que je peux dire. ¿Queréis aportar algo vosotros de... Vous voulez dire quelque chose? Oui, ça c'est des sculptures en fait. Je fais alors pour expliquer mon parcours. Moi j'ai travaillé. Voilà les sculptures. Ça c'est une sculpture. Enfin c'est une sculpture. Ça c'est mes petits jouets. Je sais pas par où comment. Ah non c'est là. La flèche. C'est ça. Oh. C'est bloqué. Ouais. Ah ouais. D'accord. Voilà. Donc ça, j'avais envie à un moment de justement pour les sculptures, j'avais envie de me colter au volume et je me suis amusé à faire des toys. Alors je précise, ce sont des art toys, hein, parce que des fois il y a des voilà, il y a des gens qui pensent à autre chose, mais non, ce sont des art toys de collection. Et là l'idée c'était de jouer avec les contes et donc c'était le petit chaperon rouge en fait qui a tué le loup et qui s'est mis la tête du loup sur la tête. Voilà, c'est les story killers et donc en fait je crée des personnages et après je les donne à sculpter à des sculpteurs. Alors c'est fait ou en 3D ou en sculpture, mais ça permet de jouer. Voilà, je fais le dessin et après c'est sculpté et sous forme de toys. Alors on revient au cinéma. J'ai fait voilà, j'ai travaillé j'ai travaillé 7 ans dans les jeux vidéo. Là, j'ai travaillé sur le dernier jeu Ghost Recon, le dernier Ghost Recon. Mais j'ai travaillé pendant 7 ans sur les jeux vidéo. Après, j'ai réalisé des films de publicité et des courts-métrages, mais surtout des films de publicité pendant 10 ans, tout en continuant à faire énormément de storyboard. Et puis, parallèlement avec ça, à ça, j'ai fait voilà beaucoup encore de design. Ça, c'était avec Virginie. Ça c'était avec toi et c'est vrai que moi je suis quand même vu maintenant comme un dinosaure hein, et que beaucoup de concept artistes maintenant travaillent avec Photoshop, travaillent avec des morceaux de photos, Virginie va mieux vous en parler que moi, mais moi je suis un des derniers à dessiner encore avec mes crayons et avec mon papier et c'est vrai que ça fait de moi un peu un. C'est pour ça que je dis que je suis un dinosaure, mais mon travail est apprécié par finalement des réalisateurs comme Ridley Scott ou comme Juan Antonio Bayona, qui sont des amoureux du dessin, qui sont des amoureux de la bande dessinée classique, de Moebius, de Bilal, et qui ont grandi avec toute cette bande dessinée des années 80, 70, 80, et c'est vrai qu'ils aiment le dessin, alors que maintenant, on a un dessin qui a tendance un petit peu à disparaître quand même dans ce métier-là, n'est-ce pas, Virginie? Oui, mais t'as complètement divergé sur la question de l'art. Puisque tu fais de tout en fait. Oui. Tu fais de la pub jusqu'à ce que moi je considère vraiment une œuvre d'art de ton dernier album que tu as fait pour France. Et donc ma petite interprétation peut-être, elle vaut ce qu'elle vaut. On a chacun son interprétation de l'art du XXIe siècle. Je regarde toujours l'art et j'essaierai jamais vraiment de répondre à cette question qu'est-ce que l'art ou etc. On pourra en débattre pendant des heures, si ce n'est de regarder la fonction, de transporter une culture et de transporter des histoires, ça c'est sûr. À partir du moment où ça transporte, et après il y a une certaine, on va dire qu'il y a
qu'est-ce qui fait la différence entre un travail de pub de quelqu'un et le tien? Ou qu'est-ce qui fait la différence entre ton travail de pub et ta BD? Ou est-ce que on trouve que est-ce que c'est dans le trait? Ou est-ce que... Alors, moi, ma petite théorie, elle vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai eu l'honneur je t'ai filmé toi, en train de peindre, et j'ai filmé aussi d'autres ce que je considère des grands peintres, que je garderai confidentiel parce que je n'aurais pas demandé la permission d'en parler. Mais ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est qu'il y avait une dévotion totale à leur art, et l'énergie, la manière dont ils se mettaient en transe presque, ou toute la préparation qui durait des fois des semaines pour arriver à peut-être l'exercice d'une gestuelle pendant 4 heures. Et il y a un vrai travail préparatif. Tout cet investissement qui est le leur, à l'époque où dans le digital tout est reproductible, tout d'un coup ce geste-là il devient aussi unique. Et toi quand tu peins, tu dis toujours c'est ma main qui peint. C'est ma main qui peint tout seul. Je dis, mais non, t'as une tête, tu penses, tu me trouves plein d'idées. Non, c'est ma main, je te promets. Et en fait, cette main, je pense qu'il y a aussi des moments où, elle a une maîtrise extraordinaire. Pour moi, c'est un maître contemporain, un maître de la ligne. Mais il y a des moments, cette main, elle est habitée par quelque chose qui est plus personnel, et qui lui donne une force, et c'est ça, en tant que spectateurs, qu'on va ressentir. Et alors là, pour moi, à un moment-là où on est transcendé par l'émotion, dans ces cas-là, pour moi, ça devient de l'art pour moi. Il y a ça, et le fait que, quand tu arrives en plus à donner une énergie dans un trait, dans un dégradé, qui nous donne une émotion de ton état quand tu l'as fait, mais en plus qu'il y a un sens, un design, là ça peut rester dans le temps, pour moi. C'est quelque chose où on pourra toujours, puisque en plus c'est porteur de sens, on pourra toujours y revenir. Donc voilà, je pense qu'il y a 1001 manières de donner sa définition aujourd'hui de qu'est-ce qu'est l'art, mais effectivement c'est gris en ce moment, on ne saura pas trop, mais il y a une partie de l'art populaire qui est définitivement qui sera considéré comme grand art avec un grand A plus tard. Lequel et comment et où, le temps le dira. En esa línea, por eso te hago un... Eh bien, dans la même idée, et là j'aimerais dire, Fabrice, je ne crois pas que l'art classique aille disparaître. Je crois que l'art classique est infiltré dans l'art contemporain. Grâce à tout ça, il n'y a rien de plus classique que le fait de peindre sur un morceau de papier. Ce que Stéphane fait, c'est classique, c'est de l'art classique de toujours, qui est en train de s'imprégner et qui va imprégner la bande dessinée, les films, la pub, les toys, enfin toujours les jouets. Et ça, je coïncide avec ce que l'on a dit. On dit que, bien sûr, on va au-delà de ce qu'étaient les arts classiques, mais je crois qu'on a mis trop longtemps. Je crois que, il faut que le musée achète l'œuvre de Stéphane Levallois. C'est un grand artiste contemporain qui devait être dans tous les musées, comme les peintres, comme tous les grands artistes. Et si vous avez pensé à ça, il faut en parler, il faut y penser. Je crois que, alors, imaginons le siècle, dans 2 siècles, s'il faudrait parler, alors, dans un livre, vous racontez ce qui se passe, 2 paragraphes, vous racontez un musée entier. C'est compliqué. Et je crois que le XXIe siècle, il faudrait parler des arts classiques, et on dirait, et il y avait les créateurs, les grands créateurs, jeux vidéo, films, etc. Parce que ça appartient au jour d'aujourd'hui. C'est ça. J'aimerais vous poser la dernière question, une question à vous tous. Alors, je suis comme Stéphane, comme vous tous. Moi, j'ai toujours aimé les bandes dessinées, le cinéma, et puis j'ai toujours vu une génération importante de personnes à partir de Jodorowsky dans ce projet de Dune, où il y avait tant de gens, il y avait Moebius, il y avait Giger, il y avait Foss, il y avait tant de monde, il y avait Dali même dans ce projet. Alors, il a créé quelque chose
qui n'a pas donné de résultats, mais il a créé la base, il a jeté la base de l'art fantastique des années 80. Il s'est inspiré de Moebius, des origines de Moebius et tout ça. Et le développement du cinéma fantastique des années 80 et 90, eh bien, ça vient de là. Et c'est ce qui se développe maintenant. Et je crois que de nos jours, avec ce chemin varié qu'on est en train de parcourir, il va y avoir le metteur en scène qui se base sur le travail de Stéphane Levallois et d'autres, et qui vont avoir cette bonne entente, l'art graphique, le dessin, les bandes dessinées et le cinéma ensemble. Je crois que oui, ça va s'avérer une réalité. C'est un moment compliqué, mais ça se passera. Peut-être le film ne laisse pas voir l'image plus générale. Les films des héros, super-héros, ont un format clair du point de vue du montage. C'est pas facile de se borner à ça. Il faut aller au-delà. Et je pense à Guillermo del Toro, quand il fait d'autres types de films. Dans son cinéma, je vois la bande dessinée et ceux dont il s'est nourri. Bayona aussi et d'autres metteurs en scène. C'est le même cas et c'est l'idée des contemporains, en mettant à côté Jean Genet ou d'autres, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas comment est-ce que vous voyez ce rapport, les créateurs, les dessinateurs de bande dessinée et le cinéma. Empieza tú. Ouais. C'est à toi de commencer, toi, voilà. C'est difficile parce que je pense qu'il y a un lien. Alors le dessin et le dessin classique, le classicisme permet de communiquer très très directement avec les gens. Pour rebondir sur l'idée du dessin, est-ce que ce dessin va disparaître? Est-ce qu'il va? Mais je trouve que nous, par exemple, en France, il y a une sorte de pépinière et d'explosion des albums de bande dessinée avec des gens extrêmement talentueux qui fleurissent et qui sont pléthores, et il y a une production et une explosion de talent qui est extraordinaire. Et qu'il faut absolument saluer. Et puis moi je pense aussi beaucoup à tout ce que cela signifie, toute cette culture, à l'imaginaire, et il y a le rôle de l'enfance, parce que par exemple l'univers de Guillermo del Toro me fait penser à ça, c'est-à-dire que ou même à Juan Antonio Bayona, que j'adore, c'est cette part d'enfance, et quand j'ai rencontré dans ma carrière, j'ai été amené à rencontrer des gens très importants, même très puissants, voilà, des directeurs d'entreprises absolument gigantesques, et qui quand ils regardaient un dessin, ça les touchait tout de suite, quelles que soient leurs origines, le pays d'où ils venaient, et la première chose qu'ils me disaient, c'était « Ah, mais moi aussi je dessinais quand j'étais enfant ». Et puis après ils me disent « Bon, puis après j'ai arrêté ». Mais voilà, et je pense quelqu'un qui dédie sa vie à l'art, c'est finalement un enfant qui n'a jamais grandi. Mais c'est vrai que moi je sais pas si l'art, si un Goya, eh bien c'est finalement un enfant hanté par des cauchemars qui n'a jamais grandi. Mais je crois qu'il y a cette part d'enfance qui continue. Qui continue à prospérer dans l'art, en tout cas je l'espère. Moi, ce que je remarque surtout aussi, c'est que dans les rapports entre bande dessinée et cinéma, c'est qu'il y a de plus en plus d'adaptations au cinéma, et je parle pas que des Marvel et des comics, DC Comics aux États-Unis, parce que là c'est de l'adaptation, on va dire presque purement commerciale, puisqu'ils sont dans l'air du temps, mais s'ils font ça malgré tout, même si c'est pour gagner de l'argent, c'est parce qu'il y a tout un public qui est déjà acquis à la cause du dessin, de la bande dessinée et du comics. Donc c'est pas non plus, c'est parce qu'il y a déjà ces générations qui sont venues. En France, il y a aussi des adaptations de bandes dessinées, on va dire, plus adultes, qui sont pas forcément de super-héros et de super-vilains, mais je pense à Lulu Femme Nude pour Davodo, je pense à énormément de bandes dessinées, de toute façon, qui ont été déjà adaptées et qui continuent d'être adaptées. Donc déjà, les liens sont de plus en plus tissés, de plus en plus forts entre le cinéma et la bande dessinée à l'heure actuelle, je trouve. À une époque, on n'adaptait rien. Donc bon, déjà, il y a une évolution nette.
Pour reprendre pardon l'aspect classique, c'est pas le classicisme ne disparaîtra jamais. Et effectivement, avec le temps, les artistes d'aujourd'hui deviendront les classiques de demain. C'est pas dans mon esprit, c'est très clair. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est un type de société qui est en train de mourir. C'est pas le classicisme, c'est un type de société qui a fonctionné sur certains modèles, sur certaines idées peut-être, ou en tout cas certains principes, et que c'est toute cette société-là qui meurt. Et c'est elle qui veut pas lâcher les rênes. C'est ça que je suis en train de dire. Et que derrière arrive toute une société nouvelle, tenue par des jeunes qui viennent de la bande dessinée, qui viennent des jeux vidéo, qui viennent d'autres horizons encore, qui ne sont pas du tout dans les schémas de l'ancienne société. Et c'est eux qui vont prendre tôt ou tard le pouvoir. C'est ça que je suis en train de dire. C'est pas du tout, mais ça deviendra un classique. Voilà. Donc il y a une lutte à l'heure actuelle entre ces deux générations, enfin ces deux sociétés. Voilà. J'ai envie de dire ça plutôt comme ça. Même si c'est un peu politique, je suis désolé, mais même un dessin est politique. Voilà. Donc ensuite, je peux pas dire d'autre chose par rapport au dessin, au lien entre bande dessinée et cinéma, quoi. Moi, je vais rester super pragmatique. Parce que c'est mon rôle, directrice artistique. Aujourd'hui, c'est plus une question de médium, puisque c'est plutôt une histoire que l'on va expérimenter, on va en faire l'expérience. Si c'est en BD, on va pouvoir prendre le temps. Donc du coup, on fait des illustrations et je demanderai à Stéphane de faire une illustration, c'est-à-dire j'aurai plusieurs centres d'intérêt dans la même image pour qu'on puisse avoir le temps que notre œil vagabonde d'une direction à une autre. Et donc c'est un certain temps de consommation alors qu'un tableau c'est une contemplation. Okay. Et donc c'est un état, une expérience qui est différente. Mais le cinéma, lui, par contre, quand on fait du cinéma, et une case de BD et une case de storyboard, c'est très simple. Case de storyboard, c'est une information après une autre information à la fois. Puisque c'est dans un temps qui est un déroulé de temps continu. Donc, c'est les mêmes histoires, sauf l'expérience, que ce soit un key art que l'on fait pour raconter l'ensemble d'une séquence entière ou même d'un film qui va représenter l'expérience que doit être le film, ça pourrait être considéré comme un tableau. Là, il faut que l'image soit riche. On peut y aller avec plus de centres d'intérêt pour que, non pas un public général, mais un public très ciblé de producteurs et de réalisateurs puisse en parler pendant des heures et donc évoquer tout ce qu'ils ont envie d'évoquer pour leur film. Que ce soit dans la BD, c'est un temps un peu plus rapide, mais malgré tout, on peut toujours y revenir. Donc ça doit suffisamment être riche, alors que la case de storyboard, elle, c'est vraiment dans un continué déroulé. Donc pour moi, le médium est en fonction de l'expérience qu'on va donner l'expérience de l'histoire. Pragmatique. Mais c'est vrai qu'on est dans on est abreuvé d'images, c'est-à-dire que on est bombardé d'images et on pourrait même se poser la question de se dire mais pourquoi faire de nouvelles images en plus il y a une vraie on est en train pour parler de la France est un grand pays qui n'est pas un pays d'images. Je trouve c'est un grand pays littéraire, c'est un pays qui est obsédé par le texte et c'est pour ça que c'est difficile. Le cinéma français était d'abord un cinéma de texte et puis après on rajoute les images dessus. Le cinéma américain c'est un cinéma d'images et puis et après il y a le texte mais et c'est vrai que on est comme ça dans un flux. Et je pense que ça serait intéressant et justement d'essayer de pousser les jeunes générations à aller plus au musée et de prendre le temps de s'arrêter, de regarder un tableau parce que là le tableau il est en face de vous, il ne bouge pas et c'est à vous de on ne doit pas regarder un tableau, on doit contempler un tableau, on doit s'immerger dans le tableau, on doit prendre le temps et c'est très difficile. Moi j'ai des amis qui sont des grands réalisateurs qui réalisent des longs métrages et qui me disent non mais moi Stanley Kubrick non mais 2001 j'ai jamais pu jusqu'au bout quoi, c'est trop lent.
Je dis mais tu ne peux pas dire ça. C'est un chef-d'œuvre absolu. Tu ne peux pas ne pas avoir en tant que réalisateur, tu ne peux pas ne pas voir 2001 Odyssée de l'espace. Et c'est un vrai, je sais que c'est un vrai problème. Les jeunes générations sont abreuvées de jeux vidéo. Le jeu vidéo a influé sur le cinéma, qui est avec le montage. On est rentré dans une sorte de montage un peu épileptique. Là, j'ai été très surpris. J'ai vu je suis pas très foot, hein, mais j'ai vu un match de foot et à un moment, j'ai vu la caméra bouger et imiter un jeu vidéo de foot. Donc, c'était un vrai match. Mais à un moment, la caméra se fiche, ils refont en image de synthèse les joueurs dans leur position sur le match pour que la caméra tourne autour comme si c'était un jeu vidéo. Donc en fait, on a le jeu vidéo maintenant qui influe sur le film, sur les films et les séries, et il y a une sorte de ping-pong et quelque chose de complètement organique. Et moi, effectivement, je suis pas non plus, mais j'ai remarqué que même les personnages sont présentés comme des super-héros. On n'est vraiment pas dans le foot, hein. Non, mais d'un point de vue neutre, c'est waouh, c'est du cinéma, quoi. Mais je pense que de toute façon, tout ce langage, c'est quelque chose de totalement organique. En ce moment, il faut que vous sachiez que tous les studios aux États-Unis sont pris d'assaut. Il est extrêmement difficile de trouver un studio de cinéma pour pouvoir tourner, parce que tous les studios sont pris d'assaut et on n'a pas connu ça. On n'a jamais connu ça. Entre les films qui sont tournés et entre les séries qui sont tournées, il y a une telle pléthore, une telle abondance de fictions qui sont en train de se faire que tout est pris, tout l'espace est dévolu à tourner des vrais. Genre, ils sont injoignables. Injoignables. Yo creo. Voilà. Bueno, él ha cogido 3 semanas de vacaciones. Tu as pris 3 semaines de vacances pendant 25 ans. Bon. Enfin, je dois dire que, effectivement, les arts ont de l'influence. Les vidéojeux, les jeux vidéo, bien sûr, sont en rapport avec le cinéma, mais cette abondance de production, cette richesse, et il faut pas penser au film américain simplement, le cinéma du point de vue commerce. Non, il y a beaucoup d'alternatives. Peut-être c'est l'offre qui est énorme, et ce dont on parle dans la presse, cache le reste. Mais il y a beaucoup de narration, beaucoup d'histoires personnelles, même dans le monde des super-héros. Il y a des metteurs en scène qui ont une façon personnelle, et tu peux pas mettre ça, disons, et dire que c'est la moyenne des metteurs en scène, pour fermer un peu, pour clore un peu cette situation. J'aimerais parler d'une autre chose d'importance, et surtout en ce qui concerne ce que tu fais, et ceci a rapport avec ce qui est classique. Le comique, la bande dessinée que tu as fait sur Léonard de Vinci. Au départ, je me suis trompé. Je vais t'expliquer le pourquoi. Ça m'a séduit ta capacité énorme comme dessinateur, et Fabrice m'en avait parlé quand il m'a fait cadeau de l'album. Eh bien, il a dit que tu as visité le Louvre et tu parlais avec le conservateur du Louvre, tu étais avec ce conservateur, tu parlais du point de vue technique de la façon dont de Vinci faisait ces tableaux. Et toi, chez toi, je ne sais pas si c'était fait sur du bois, tu as essayé de prendre un morceau de bois et faire de la peinture à l'huile pour copier un peu, n'est-ce pas, la façon classique. Moi, en tant qu'historien de l'art, ça m'a séduit. Mais après, quand j'ai vu la bande dessinée, je me suis rendu compte du fait que travailler comme un ange, comprendre de Vinci et devenir de Vinci, et tu restes toi-même, mais tu fais comme de Vinci. Eh bien, ça c'est secondaire. Ce qui est important concernant cet album, ce qui s'avère important, c'est que je me suis dit, Stéphane est amoureux de la science-fiction. Et puis il a compris que prendre Léonard de Vinci, il a vu ça, il a dit, mais c'est très moderne, je vais raconter la science-fiction, je vais faire de la science-fiction à partir des dessins de Vinci, sans changer quoi que ce soit, c'est moderne, je vais faire de la science-fiction. Tu lis ça, et ça fonctionne, c'est de la science-fiction, c'est l'idée, c'est le concept, c'est extraordinaire, comme disait Descartes, c'est clair, c'est différent, et à partir de là, tu peux construire n'importe quoi. Et je crois que précisément c'est merveilleux. Le cinéma, la science-fiction d'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est des gens comme toi, Stéphane Levallois, des idées claires, des idées différentes. Il y a un monde ouvert
pour ce qui est le rétrofuturisme qui existe dans tous ces éléments esthétiques du 19e siècle avec les machines à vapeur, eh bien, tu as ouvert le chemin vers ce rétrofuturisme avec la Renaissance dans Léonard de Vinci. Je crois qu'on peut voir, mais Piero La Francesca a beaucoup de possibilités. Tu peux étudier aussi La Francesca. Alors, comment est-ce que tu vois ceci? Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est énorme. L'art classique et prendre ses influences, faire de l'art visuel et de la science-fiction. Qu'est-ce que tu en parlais? Que tu peux nous dire à partir de ça? Bon, c'était très simple en fait. Déjà, j'avais beaucoup travaillé sur. J'avais fait un jeu vidéo qui s'appelait Les Légendes souterraines. Voilà, et j'avais inventé tout un monde qui se passait sous Paris, dans les souterrains de Paris. Et en fait, j'avais repris un peu j'avais travaillé avec les machines à partir des machines de Léonard de Vinci et Fabrice. Quand ils m'ont dit mais avec Sébastien Gnedig, mon autre éditeur, ils m'ont dit mais on a pensé à toi pour Léonard de Vinci au regard de tes machines, de toutes ces construction, ça a fait sens tout de suite. Mais c'est vrai que Léonard c'était et puis je voulais désespérément monter. On avait travaillé sur une version de Dune. Et je suis un grand fan de Dune de Frank Herbert et je suis un très grand fan du Dune de David Lynch et j'avais très envie de faire Dune et on n'a pas pu monter parce que Denis Villeneuve avait terminé son équipe, il avait bouclé son équipe, donc je n'ai pas pu monter sur Dune. Et donc je me suis dit c'est pas grave, je vais faire Dune avec Léonard de Vinci. Et c'est possible parce que si on regarde les machines de Léonard de Vinci, mais Léonard de Vinci en 1475 fait un char d'assaut qui ressemble à une soucoupe volante. Et c'est totalement Léonard de Vinci, les machines de Léonard de Vinci, son hélicoptère, son scaphandre pour aller sous l'eau, toutes ces inventions, mais il faut se projeter dans la tête d'un homme du Quattrocento qui voit la machine volante de Léonard de Vinci. Bon, certes, elle pesait 300 kilos. C'était très difficile pour un homme de la faire décoller simplement en battant des bras et en pédalant. Chose qui a été réussie il y a quelques 6 ou 7 mois. Hein. Un homme a réussi en faisant du vélo à s'élever à 7 mètres de hauteur grâce à un drone autour du vélo. Hein, mais sa machine à lui ne pesait plus que 3 kilos. Contre les 300 de Léonard. Mais c'est vrai que Léonard c'était. Et puis je me suis dit je vais faire de la science-fiction uniquement avec la Renaissance. Voilà. Mais je pense qu'on peut faire la science-fiction, c'est finalement une projection de l'imaginaire, mais on peut imaginer. Moi, j'attends l'album ou le prochain film où quelqu'un va s'amuser à faire de la science-fiction et des vaisseaux spatiaux avec la préhistoire. Je pense que c'est possible. Et puis c'est vrai que je me suis dit qu'on avait un esprit assez grégaire. Et pourquoi un vaisseau spatial devrait toujours être en métal? Quand on voit un vaisseau spatial dans l'espace, il est en métal. Dans les Star Wars, tous les vaisseaux sont en métal. Mais pourquoi du métal? Et uniquement du métal. Et je me suis dit, mais est-ce on ne pourrait pas avoir un vaisseau qui soit fait en herbe, en pierre ou en peluche, une peluche géante qui serait un vaisseau spatial. Donc tout est possible. Mais encore une fois, l'idée c'est de prendre comme un morceau de puzzle, comme un puzzle géant, de prendre l'œuvre de Léonard et de jouer avec, de détourner, mais sans avoir à détourner beaucoup, parce que Léonard c'est un visionnaire et Léonard c'est un homme des chimères. Léonard c'est un rêveur finalement. Ses machines ne fonctionnent pas, elles ne fonctionnent pas. Son parachute, il faudrait qu'il y ait le trou en haut pour faire la cheminée. Mais ça n'est pas grave. Ce qui est beau, c'est le rêve. Ce qui est beau, c'est la proposition, c'est l'imaginaire. Et je pense que pour en revenir à l'idée de super-héros, je pense qu'un enfant qui prend un crayon maintenant et qui, au lieu de se jeter à faire pendant 2 heures ou 3 heures un jeu vidéo ou à l'intérieur duquel tout a déjà été pré-mâché, pré-pensé, pré-digéré, pré-imaginé, et que cet enfant est face à sa feuille avec son crayon, avec ses moyens, et qu'il invente son monde à lui, cet enfant devient son propre super-héros. Il devient un super-héros. Pourquoi? Parce que il développe son monde à lui. Et je pense qu'il faut se battre vraiment pour cultiver chez les enfants
absolument cette appétence et ce goût pour l'imagination et la création. Me parece una reflexión Extraordinaire, extraordinaire, fantastique. Le cerveau pense, il y a des images. Les enfants imaginent, les enfants vont dessiner. Eh bien, on est arrivé à la fin, malheureusement. Et tous ces gens qui sont là, il faut qu'ils posent des questions, parce que maintenant, c'est le temps pour un débat. J'aime continuer à parler pendant des heures et des heures, mais il faut quand même laisser la parole à nos amis. Ils ont des choses à vous poser, des questions à vous poser. Eh bien, la parole est à nos amis, au public. Eh bien, vous avez la parole. Je ne sais pas. Nous avons un micro-baladeur. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut voir Hulk? Buenas tardes. Bonjour. Je pose la question à Stéphane, de tout ce que vous avez dessiné pendant votre carrière, Stéphane Levallois, tout ce que vous avez dessiné, qu'est-ce que vous avez, qui vous a demandé beaucoup plus de temps, que vous avez dessiné une fois, une autre fois parce que vous n'étiez pas content, ce que vous avez redessiné plusieurs fois parce que vous n'étiez jamais content avec le résultat obtenu? Alors c'est une très bonne question. En fait, moi mon problème à moi c'est le temps. C'est le temps et donc le temps je n'en ai pas assez et donc je ne refais pas et je ne fais pas de correction, je ne fais pas de rustine, je ne reviens pas sur un dessin dans mes bandes dessinées, dans Léonard. C'est du premier jet. Il n'y a pas de. Et je suis quelqu'un qui vient du croquis aussi. J'ai donné des cours de croquis de nu et je viens du croquis et je crois à la spontanéité. En tout cas, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui revient et qui retravaille, qui réessaye, qui redessine et qui. En fait, c'est du premier jet et voilà. C'est réussi ou c'est raté, mais ça sera comme ça. C'est un peu comme la vie. C'est souvent raté, mais c'est vrai que je n'ai pas le temps de refaire. Après, qu'est-ce qui m'a demandé le plus de temps? Alors, sauf quand Virginie me demande de refaire. Voilà. Alors, ouais, mais par contre, jamais je lui demanderai de refaire un trait. C'est-à-dire que le trait est toujours bon. Jamais je lui ai demandé de refaire une perspective où tout est bon. Qu'on retravaille, c'est la justesse du message de la narration. Ça c'est donc voilà, c'est quand on veut accentuer sur un personnage qui doit dire quelque chose de particulier. Là, j'ai pas un exemple qui me vient en tête. On va ajuster des détails, mais jamais le dessin. Le dessin, il est parfait. Mais en fait, c'était un maître calligraphe japonais qui fait un héron comme ça avec juste un trait. Et quelqu'un lui dit mais c'est magnifique, c'est juste un trait et on voit un héron et il est parfait, il est très très bien dessiné. Mais par contre vous l'avez fait il vous a fallu 4 secondes pour le faire. Et le maître calligraphe répond non, il m'a fallu toute une vie pour le faire. Et c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est une pratique, le dessin c'est une pratique continuelle et on refait, et il faut dessiner. C'est Matisse qui disait pas un jour sans un trait. Et je crois que c'est ça, un grand footballeur. C'est quelqu'un qui s'entraîne tous les jours. Un joueur de piano ou une grande cantatrice, eh bien, elle fait ses gammes tous les jours et c'est la pratique du métier qui fait que des choses vous viennent de manière naturelle. Je pense de plus en plus, justement, pour revenir à l'idée de la main, au fait que il y a une intelligence du corps et une intelligence du geste. Et moi j'ai un ami, un grand ami, un très grand réalisateur, notamment de publicité, avec qui j'ai fait les publicités, avec qui j'ai travaillé sur les publicités notamment pour Cartier, où il y avait une panthère qui traversait des mondes, etc. Bruno Aveillant, qui me dit souvent, Stéphane, arrête de parler, dessine. Et c'est ça, c'est vraiment, il y a une intelligence, je crois qu'il y a une intelligence de la main, il y a une intelligence du geste.
il y a une intelligence de quelque chose finalement de très spontané quand la main est en contact direct quelque part avec l'inconscient. Il n'y a plus vraiment à passer par le conscient. C'est une expression comme ça qui se fait directement. Mais c'est vrai que je ne refais pas et ne recommence pas. Enfin, ça, c'est très rare pour les concept artistes. Hein. Faut le dire que c'est exceptionnel, qu'on ne demande pas à recommencer. Bon, mais après, par exemple, sur Léonard, Léonard a été l'album sur lequel j'ai le plus donné de. J'ai pleuré. Je vous avouerai que j'ai pleuré sur l'album Les Disparus d'Orsay parce que j'étais coincé par le temps, parce que Ridley Scott m'avait appelé, il voulait me faire venir dans ses bureaux pour travailler avec lui sur Alien Covenant, et on ne dit pas non quand Ridley Scott vous appelle, on ne dit pas non à Ridley Scott. Donc j'ai été travailler avec Ridley Scott et j'ai travaillé pendant à peu près 2 mois sur Alien Covenant. Et c'est vrai que, eh bien, après, j'ai pris 2 mois de retard sur mon album et après, je me suis retrouvé coincé parce qu'un album, vous avez une deadline. Et c'est vrai que là, ça a été très très tendu. Et je me suis dit que je n'y arriverais pas. Puis au final, j'y suis arrivé. Mais l'album sur lequel j'ai vraiment le plus travaillé et qui m'a demandé le plus d'efforts et le plus de concentration, c'était Léonard de Vinci, parce qu'il fallait que j'essaye de dessiner comme Léonard de Vinci. Il fallait que je me mette en retrait et que je mette en avant les dessins de Léonard de Vinci. Et essayer de dessiner comme Léonard de Vinci, c'est impossible, parce que Léonard de Vinci, c'est le plus grand génie de dessin. Voilà, il y a personne au-dessus de Léonard de Vinci quand on fait du dessin classique. En musique classique, vous n'avez personne au-dessus de Jean-Sébastien Bach. Voilà, Johann Sebastian Bach, vous n'avez personne au-dessus. Même Mozart, je pense qu'il est. Et c'est autre chose. Mozart est un homme de théâtre, mais eh bien, en dessin classique, vous n'avez personne au-dessus de Léonard de Vinci. Et c'est vrai que vous vous confrontez à quelqu'un qui quelque part tutoie Dieu, quoi. Bon, voilà, moi j'ai avec mes moyens à moi, donc j'ai essayé d'essayer de m'en approcher, mais on ne s'approche pas. Et quand on va voir les dessins à l'exposition, qui est absolument extraordinaire, organisée par le Louvre avec Vincent de Lieuvin et Louis Franck, les conservateurs, et quand on se retrouve en face des dessins originaux de Léonard de Vinci, mais c'est une expérience unique. Moi, j'ai eu du mal à dormir la nuit après avoir vu l'exposition. Tellement c'est totalement fou. Il fait tenir un monde entier dans un dessin qui fait à peine 10 centimètres. Il travaille, les traits sont tellement précis, c'est comme un zoom infini. Il n'y a pas de fin dans le dessin de Léonard. Et quand j'ai eu la chance de voir une étude de drapé, la fameuse étude de drapé des jambes de face de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci a 25 ans. Il est chez Verrocchio. Il a pris un morceau de toile qu'il a collé sur une petite planche avec 4 petits clous. Et puis, il va faire une étude comme ça de drapé. Et il a 25 ans et il fait juste l'étude de drapé la plus belle de toute l'histoire de l'humanité. C'est difficile après d'avoir une commande où on vous dit bon, il faut faire un album sur Léonard de Vinci. donc voilà. Enfin, pour répondre à votre question, c'est Léonard qui m'a demandé le plus d'efforts. Vamos a... Eh bien, la parole est à vous. Je vais essayer, parce que je vais être généreux, donc je vais voir si vous voulez poser des questions. Et je voudrais vous féliciter par votre travail. Je voudrais vous demander quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut entrer dans le monde de la bande dessinée? Merci. Pues, bueno. Fuis. Es muy difícil. Voy a hablar de Francia, pero es cierto, es complicado, es muy difícil. Es muy difícil vivir en Francia, te hablo de Francia, hoy día, solo con lo que obtienes, con los dibujos, con las novelas gráficas, porque hay muchos álbumes, una gran cantidad de autores, muchos dibujantes, demasiados quizás.
Y es cierto que pienso que los dibujos, las tiras cómicas, la novela gráfica, es algo que no hay nada más hermoso. Es la creación pura, la pura creación. Es tu trabajo lo que se va a ver, tu obra. Con el cine, cuando hacemos concept art y hacemos algo para los videojuegos, o se dibuja o se hace algo para el cine, creas, pero es parte de una gran cadena. Y entonces tu trabajo se va a reinterpretar, cambiar, modificar, hecho por otros. En los dibujos eres tú quien lo hace. Y esto es... C'est vrai que c'est très quand même peu payé. C'est un travail colossal de faire un album. C'est vraiment un album. On est vraiment sur une course de fond. On est vraiment sur de l'endurance. On est sur des mois. Un album, c'est 2 ans de travail. Et c'est vrai que moi je dirais que il faut de toute façon, c'est un métier de passion. Vous faites votre passion. C'est un métier de passion. Quelqu'un disait, mais essayez de faire, si vous choisissez un métier, essayez de faire un métier qui vous plaise. Essayez de faire un métier. Et si en plus votre métier c'est votre passion, mais vous ne travaillerez jamais de votre vie. Vous ferez plaisir tous les jours de votre vie. Donc quelque part, où est-ce que c'est du travail? Où est-ce que c'est du plaisir? Moi, j'ai confondu ma vie et mon travail. Enfin, mon plaisir et mon travail. Donc mais c'est très pernicieux. C'est très pervers parce que au fond, tout est dilué. Votre journée ne s'arrête pas à 7 heures du soir. Votre bande dessinée, elle vous habite tout le temps. Elle est en vous. Vous vivez avec. Vous êtes mangé quelque part par votre passion. Il y a la passion, il y a le plaisir, et après il y a réussir à vivre. Et donc, moi je pense que de toute façon, quand on pratique son art, ça dépend aussi beaucoup des personnes. Moi j'ai croisé des auteurs qui disent, mais moi jamais je ne vendrai mon art à la publicité, à des marques, à quelque chose de commercial. Vous avez des puristes, vous avez des moines, vous avez des gens comme ça très très entiers, et moi je le respecte absolument, et j'aimerais à la limite bien ne vivre que de la bande dessinée. Mais voilà, j'ai 4 enfants et il faut voilà, il faut gagner de l'argent, et c'est vrai que le fait de travailler pour la publicité, le travail de travailler pour des marques, de travailler pour des contraintes, avec des contraintes qui sont des contraintes très... vous êtes aussi sur d'autres échelles de temps. La bande dessinée, c'est quelque chose où vous avez 2 ans devant vous. Vous faites un storyboard, vous avez 2 jours. Là, vous avez 2 jours pour faire 34 images. 35 images pour faire un spot de 30 secondes. Vous avez 35 images, vous avez 2 jours. Sur un long métrage, sur du concept, des fois on me dit, Virginie me dit, on a 2 semaines ensemble. En 2 semaines, il faut trouver un maximum d'idées, ou 1 semaine, ou 2 jours, ou 1 journée. Vous êtes sur des échelles de temps déjà très différentes. Mais l'autre chose qui change, c'est que vous avez un rapport aux autres qui change. C'est-à-dire que quand vous faites de la bande dessinée, c'est votre travail à vous, c'est votre bébé, c'est votre enfant. Mais quelque part, à part votre éditeur, qui est un peu comme un psychiatre, qui vous conseille et qui vous soutient et qui vous dit tu vas y arriver, ou non, ça va pas, ça pourrait être mieux, ça change peut-être ça, et qui vous aide à accoucher de votre bébé quelque part, de votre bébé de création, votre bébé d'encre et de papier et peut-être de couleur. Derrière ça, vous êtes totalement seul. Vous êtes totalement seul. Et par contre, quand vous travaillez pour le cinéma, quand vous travaillez pour la publicité, vous travaillez avec des équipes. Et ce que j'aime par-dessus tout, et même pour avoir réalisé pendant 10 ans, je sais pas, j'ai fait un petit court-métrage, je sais pas si on va pouvoir le passer. Ce qui est merveilleux avec le cinéma ou avec la publicité, c'est que vous travaillez avec une équipe. Vous n'êtes pas seul. Et je pense que ce qui est très beau avec le cinéma,
ou avec la publicité, avec les tournages, ou avec la création de concepts, c'est l'idée d'un équipage, c'est l'idée d'un bateau. Pour moi, un film, c'est un bateau. Et vous devez aller, le film, il doit arriver à bon port, il doit être créé, il faudra qu'il soit sur les écrans. Et il faut atteindre cette autre côte. Et vous êtes sur ce bateau, et vous traversez des orages, et parfois il y a des vagues de 30 mètres, et il y a des gens qui désespèrent, il y a des gens qui veulent se pendre au mât, il y a des gens qui, et j'exagère peut-être un petit peu, des fois il y a, mais ça dépend. Mais c'est vrai que vous êtes ensemble. Et il y a une émulation aussi qui fait que chacun donne le meilleur de lui-même. Il y a une compétition aussi, bien sûr. Et ça c'est aussi merveilleux. Et puis de se dire, il y a quelque chose d'émouvant à se dire, on est plus seul. On fait partie d'une œuvre collective. Encore une fois, un film, le cinéma, c'est une œuvre collective. Alors oui, il y a un réalisateur, mais derrière Ridley Scott, il y a une équipe énorme. Et la force des grands réalisateurs, la force d'un Juan Antonio Bayona, c'est aussi que derrière lui et autour de lui, ce sont des gens qui sont comme des metteurs en scène, ils sont des metteurs en scène, mais pardon, qui sont comme des chefs d'orchestre et qui ont su s'entourer de gens qui sont très 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 forts à jouer chacun leur partition. Et leur force, c'est voilà, je suis un petit peu didactique, mais c'est vrai qu'il y a ça. Et pour revenir et pour clôturer, voilà. Je pense que rien ne vous empêche de faire de la bande dessinée, de faire votre jardin secret, de faire de cultiver votre jardin, mais à côté de faire des choses, de faire de l'illustration, de faire de la publicité, de faire des choses pour le cinéma, pour le jeu vidéo. Tout se nourrit de toute façon. Vamos a intentar meter una pregunta más. La dernière question, si vous voulez bien, eh bien, je crois qu'il y a 2 questions, il y a une 3e question. Il y a une personne ici, voilà. La dernière question, oui, voilà. De Tracy, vous écoutez. Et vous a dit maintenant que en 2 semaines, vous faites le dessin d'un film. Mais je crois que c'est très vite, non? Mais je ne sais pas si c'est le normal ou non. Ah non. Mais pour ça, je veux faire une question que c'est si maintenant, tout est très vite, le film est très vite, la production c'est très vite et il n'est pas d'argent. Il faut vite pour non gastar, que no me acuerdo. Dépenser. Tanto dinero, non? Donc pour ne pas dépenser trop d'argent. Je me rappelle plus. Donc, je vais poser la question en espagnol. Alors, on n'a pas trop d'argent à dépenser. Comment la combinaison cinéma et dessin soit faite d'une manière normale, continue, si ça devient beaucoup plus cher? Donc, vous avez dit qu'il était possible que le design collabore avec les cinémas. Mais en réalité, ça devient beaucoup plus cher, ça demande du temps aussi, et donc on n'a pas actuellement. Donc voilà la question, et que j'adresse à vous 3, bien sûr. Yo creo que Virginie es la profesional para esta pregunta. C'est une question de stratégie. Une stratégie à moi, c'est si je demande à Stéphane de mettre ses 30 ou 40 ans de travail en une journée, je sais que je vais avoir un résultat, au moins une force, qui va être déjà suffisante pour faire un très très grand pas. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir le design nécessairement, des fois on l'a la première journée. Mais c'est tous les films de plus petit budget qui n'osent pas s'offrir de vrais artistes, parce que justement, ils n'ont pas assez de budget. Pour moi, c'est une erreur.
puisque du coup, ils vont chercher des gens qui n'ont pas ces 30 ans, 40 ans d'expérience, qui fait que non seulement il va falloir qu'il y ait des art directeurs comme moi, c'est bien, ça me donne du travail, c'est bien, mais qui du coup les aident à accoucher, où je vais peut-être avoir des fois 2 ou 3, 4 personnes pour designer, alors qu'avec Stéphane, alors je dis ça, mais j'adore, tu fais toujours partie d'une équipe, et j'ai d'autres concept artistes parce que je peux me le permettre. On est sur des grands films, budgétairement, je parle. Mais c'est une question de stratégie. Pour moi, le budget d'une journée avec Stéphane peut valoir 2 mois avec quelqu'un qui n'a pas l'expérience. Donc voilà, ça répond à ta question. ¿Alguna otra pregunta? D'autres questions par là, s'il vous plaît, avec micro. Oui, c'est juste, enfin. Non, c'est après, c'est l'idée de derrière, vous avez un réalisateur et c'est pas vrai que on fait les films se font de plus en plus vite. Ça n'est pas vrai. Un film, c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup de temps et un film, c'est 5 ans ça peut être 5 ans de travail. Ça peut être maintenant sur les productions, on est plus sur 2 ans, mais on est vraiment sur des productions de 2 ans. Oui, c'est ça. Mais, oui, mais après, bon, il y a quand même le travail sur le script. En tout cas, c'est vrai que sur les films à petit budget, c'est beaucoup plus difficile. Moi, j'ai des amis qui essayent de monter leur long métrage depuis 5 ans. Et là, j'ai un ami qui me dit qu'il essaye de faire son long métrage à lui. Et il a trouvé cette très très belle expression. Il me dit, j'ai l'impression de pagayer dans du miel. Je pagaille dans du miel. C'est-à-dire que je fais du bateau, mais dans du miel. C'est-à-dire que j'avance, mais très très lentement. Ça fait 5 ans qu'il essaye de faire son film. Et c'est vrai que, encore une fois, quand j'avais commencé à réaliser, quelqu'un m'a dit, tu sais Stéphane, le cinéma, c'est un sport de riches. Il faut vraiment beaucoup d'argent pour faire du cinéma. Ça coûte très cher, le cinéma. Vraiment, ça coûte très cher. La bande dessinée, ça ne coûte rien. Ça vous coûte juste, de la sueur, voilà, la sueur, du temps, du sang, de la peine et beaucoup d'efforts. Voilà. La pregunta de ahí. Hola, buenas tardes. Bonjour. La question est pour Stéphane Levallois, mais j'aimerais, si possible, que vous nous donniez vos points de vue, les 3, Fabrice et Virginie aussi. Eh bien, un dessinateur, quelqu'un qui est dans la création artistique, a bien de courants esthétiques, il y a cette combinaison qui est magique. C'est la magie, on ne sait pas comment ça s'avère une réalité, ça dépend de la chimie de chaque individu, je pense, mais j'imagine. Et le jeu magique, d'un côté, c'est le cerveau et les capacités techniques, que l'on soit très bon, capable de faire des traits de pinceau qui soient géniaux. Mais il y a une question, et c'est d'après un film documentaire que j'ai vu, que je pose la question. J'aimerais savoir quel est votre point de vue, Stéphane, et qu'est-ce que Fabrice et Virginie en pensent. J'ai cherché de l'information sur Internet et ils essayent de projeter sur l'écran de l'ordinateur ce que le cerveau est en train de voir, ce que le cerveau est en train d'imaginer. Ils sont en train de projeter sur l'écran de l'ordinateur ce qui se passe dans leur cerveau. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane, Fabrice, Virginie? Je vais répondre brièvement, moi, et je vais dire quelque chose de classique. Les surréalistes parlaient des traits abstraits et ils disaient que le non-conscient passe à la main. C'est pas conscient, c'est le non-conscient. Et je crois qu'il fait des traits qui passent à la main. Et je crois que j'ai vu ces informations d'après ce que j'ai lu. Je ne suis pas un expert. Ce qu'ils ont pu faire, c'est simplement faire des images de la façon dont le cerveau pouvait organiser l'information visuelle.
Et ce n'est pas simple. Mais je crois que c'est ça l'idée. Je crois que c'est la créativité. Je crois que c'est la connexion entre ce qui se passe au cerveau et les gestes. C'est l'expérience et c'est de quoi il s'agit. C'est le cerveau, c'est le non-conscient qui exprime des choses. C'est la valeur surréaliste, pour ainsi dire, des arts, de beaucoup d'arts. Et ceci pèse lourd. Mais enfin, qu'est-ce que vous en pensez, vous trois, s'il vous plaît? C'est à vous la question. Stéphane d'abord. Alors, oui, moi je trouve ça fascinant. Et je l'évoquais avec Virginie juste avant de rentrer dans la salle. J'ai vu là au dernier congrès de jeu, il y a un monsieur avec un élastique autour de la tête et un plot derrière son crâne, et il jouait un jeu vidéo par la pensée. Alors c'est formidable. Moi, si on peut projeter ses propres films, les propres films qu'on peut se faire dans la tête en face d'un écran et les projeter à des gens. Pourquoi pas? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Je pense qu'il y a deux choses qui restent pour l'instant en 2019 inviolées. Inviolées. Presque inviolées. C'est le ciel. Qui reste relativement vide. J'ai travaillé sur un projet, qui est un projet en ce moment architectural qui est en train de se faire en France, et il était un moment question de dire, est-ce que dans ce projet, est-ce qu'on commence à mettre en image les taxis volants? Blade Runner était en 2019, sauf erreur de ma part. L'année c'est 2019, avec les spinners, avec les voitures volantes, et je pense que les voitures volantes vont arriver dans nos villes. Donc il y a le ciel. Pour l'instant, il faut profiter du fait que notre ciel, même s'il y a quelques avions qui le traversent, le ciel reste vide et que on peut observer les nuages. Et c'est un domaine pour l'instant qui reste pur, qui reste inviolé et qui ne va pas le rester très longtemps, parce que je n'ose imaginer à quoi va ressembler le ciel quand il y aura tous les taxis que vous pouvez imaginer dans la ville au-dessus de vos têtes. Et l'autre domaine qui est pour l'instant inviolé, c'est ce qu'on a à l'intérieur de la tête, c'est nos crânes, c'est l'épaisseur de notre boîte crânienne qui nous protège, qui protège notre imaginaire, ou qui protège notre cerveau de toute intrusion. Mais là aussi, cette frontière, j'ai l'impression, est en train de disparaître, et que il y a des nouvelles technologies qui vont pouvoir capter et voir à quoi vous pensez et qu'est-ce qu'on va pouvoir vous vendre et de quoi vous avez envie, et peut-être que vous auriez envie de boire ceci ou de manger cela ou de porter ceci. Et une fois que cette barrière d'un centimètre ou de quelques millimètres d'os sera passée, et qu'on pourra pénétrer vos pensées, ou que vos pensées pourront s'extérioriser de votre tête et apparaître sur des écrans, je pense qu'on aura perdu quelque part quelque chose qui nous était très précieux. Moi, tout simplement, j'ai juste envie de dire que par rapport à cette réflexion, évidemment, il peut y avoir une piste qui va faire que soit l'humanité entière va être artiste, puisque tout le monde pourra projeter ses propres trucs, et qui va du coup revenir à une question fondamentale qui est la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Donc on pourra peut-être projeter plein de choses, mais est-ce qu'on aura du coup une reconnaissance adaptée? On verra bien. Oui. Alors, j'ai pas trop réfléchi au sujet avant, mais d'un premier ressenti, je dirais, si on commence à sortir tout ce qu'on a dans la tête sans filtre, sans travail, sans... Je dirais encore une fois, même si tu dis que c'est ta main qui dessine et qu'on passe de l'inconscient à la main, il y a encore une fois 40 ans de travail derrière. Donc un vrai travail de conscientisation, de recherche, d'éducation. C'est pas n'importe quoi qui sort. Et encore une fois, pour avoir vraiment passé du temps aussi avec d'autres peintres qui eux aussi sont rapides, mais en réalité ils ont
geste instinctif, on va dire. Donc je sais pas si effectivement tout ce qu'on a dans notre tête comme ça, brut pour point, ça peut être considéré comme quelque chose de vraiment valable. Et, enfin, on communique. Dans l'énergie de ton dessin, tu vas communiquer encore une fois une émotion. Et il y a, oui, je pense qu'il y a quand même un petit tri à faire. On a des gens comme toi, hein, qui nous permettent de faire un peu de tri sur justement l'esthétisme et ouais. Enfin. Mais ça relance tout le travail toute la question du travail, toute la question du savoir-faire. Et c'est vrai que dans l'art maintenant, tout est art. C'est-à-dire que ça, si je le mets dans un musée, ça devient une œuvre d'art. Si tu es un artiste, comme mais si je suis un artiste, donc, et voilà, ça c'est une œuvre d'art. Voilà. Quelqu'un a mis une banane sur un mur, c'est une œuvre d'art. Quelqu'un d'autre l'a mangé, c'est une œuvre d'art. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc n'importe qui pourra projeter de ce qu'il a dans la tête, et puis ça sera un artiste, ça sera une œuvre d'art. Mais parce que c'était une nouvelle idée, c'était une nouvelle conception à l'époque. Donc c'était aussi autre chose, ça faisait partie d'un courant d'art. Oui, je sais. Mais la question est ouverte. Sí, bueno, yo creo efectivamente tenemos que cerrar ya porque il est temps de terminer parce que il est presque 9 heures. On s'est attardé. Je suis d'accord avec Virginie pour que le cerveau parle à la main. Il faut mettre beaucoup de temps pour que ce soit du non-conscient. Sinon, c'est ce que l'on fait. Voyons voir si je peux faire l'oreille, si je peux dessiner. Eh bien non, c'est les deux choses. Eh bien, j'aimerais terminer en remerciant tout d'abord les participants d'être venus. J'aimerais remercier tous ceux qui nous suivent en streaming et bien sûr, j'aimerais remercier nos 3 invités, Fabrice, Virginie, Stéphane, qui a fait un travail extraordinaire. C'est une merveille de les avoir ici parmi nous. Vous nous avez raconté des choses formidables. Merci. Et merci de la part des interprètes. Ahora vamos a ver el corto. Et maintenant, le court-métrage. On va voir le court-métrage. Stéphane, il y a un court-métrage qui ne dure que la minute, et c'est After Flight. C'est l'un des films de Stéphane. On va voir ça. C'est la gentillesse de Stéphane. On va projeter ce film, et on va le voir maintenant, s'il vous plaît. My skin is a garden, 100 flowers growing each day.